Les communautés de pratique vous souhaitent la bienvenue dans ce webinaire sur la budgétisation pour les politiques, stratégies et plans nationaux de la santé. Je m'appelle Nadège Adé et je vais modérer cette session aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais remercier le docteur Hélène Baroy de l'OMS d'avoir accepté d'être notre conférencière invitée. Vous le savez déjà, le docteur Baroy est une spécialiste senior en financement de la santé au bureau siège de l'OMS, donc à Genève. Ce webinaire s'inscrit dans une série de 4 webinaires sur le livre phare de l'OMS, Stratégie pour développer les plans nationaux de santé au XXIe siècle. Nous avons eu un premier webinaire sur l'établissement des priorités, un deuxième sur la planification stratégique. Nous entamons le troisième aujourd'hui sur la budgétisation. Et le dernier webinaire sera dans 2 semaines sur le suivi et l'évaluation des politiques de santé. Le webinaire va se dérouler comme suit, une présentation technique de 30 à 45 minutes par le Dr Baroy. Les diapos sont en anglais, par contre la présentation orale se fera en français. Si vous avez des questions lors de la présentation, vous pouvez les noter sur un bout de papier ou bien dans le chat box de la plateforme. À la fin de la présentation, vous aurez tous l'opportunité de poser vos questions directement à Hélène. Pour cela, vous devriez nous manifester que vous avez une question à poser en cliquant sur l'icône avec la main levée. Donc tout en haut, il y a une icône participant, je pense, cliquez dessus et il y a une petite icône tout en bas avec une main levée. Voilà. Okay, so for our English-speaking colleagues, I would like to welcome you to this webinar on budgeting for national health policies, strategies, and plans. My name is Nadège Adé, and I shall be moderating this session. I would first like to thank Dr. Hélène Baroy for accepting to be our guest speaker in this webinar. Dr. Baroy is a senior health financing specialist at WHO headquarters. This webinar will start with a 45-minute technical presentation. The PowerPoint slides are in English, but the presentation will be given in French. If you have any questions during the presentation, you can jot them down on a piece of paper or post them in the chat box of the platform. At the end of the presentation, you'll each have the opportunity to ask your questions directly in English, if you like, to Dr. Baroy. I would like to also say that this webinar is part of a series of 4 webinars on WHO's recent handbook, Strategizing National Health in the 21st Century. We already had 1 webinar on priority setting, a second on strategic planning. We're having today our third on budgeting. And the last webinar shall be in 2 weeks on monitoring and evaluation of national health policies. So once again, thank you. And without any further ado, I'll welcome Dr. Baroy to start her presentation. Merci beaucoup Nadège et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'animer aujourd'hui ce séminaire sur la budgétisation en santé. Comme Nadège l'a dit, je suis spécialiste du financement de la santé à l'OMS à Genève et je crois connaître même personnellement certains membres de la COP. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être virtuellement avec vous aujourd'hui pour cette session. Comme l'a dit Nadège, on va organiser le webinaire en 2 parties. Je vais tout d'abord faire une présentation. Vous verrez le déroulé des diapositives. Je vais cibler cette présentation sur 3 questions principales autour de la budgétisation en santé. Tout d'abord, quoi? Qu'entend-on par la budgétisation en santé? Ensuite, pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important que les parties prenantes du secteur de la santé s'impliquent dans cette question de la budgétisation? Et ensuite, comment fait-on? Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre des expériences pays autour de cette question de la budgétisation en santé? Donc, une présentation d'une quarantaine de minutes. Et ensuite, dans un deuxième temps, comme l'a dit Nadège, j'aurai vraiment un grand plaisir à échanger avec vous, répondre à vos questions, me nourrir aussi de vos expériences, car je sais que beaucoup d'entre vous êtes directement ou non, mais impliqués dans ce processus de budgétisation. Donc, je serais vraiment ravie d'échanger plus en profondeur sur ce sujet-là avec vous. Pour situer cette présentation, j'aimerais rapidement rappeler la publication d'un guide pratique, comme l'a dit Nadège,
comme certains d'entre vous le savent peut-être, l'OMS a publié il y a quelques mois maintenant, 1 ou 2 mois, je crois que le lancement officiel était très récemment, donc la publication de ce guide pratique sur les stratégies nationales en santé, d'accord? Et ce guide est articulé autour de 13 chapitres que j'ai repris ici sur cette diapositive. Et vous voyez que donc le chapitre 8 est focalisé sur la budgétisation en santé. Donc j'ai participé à la co-rédaction de ce chapitre avec 2 autres collègues de l'OMS. Et donc je vous renvoie à cette publication. Elle est désormais disponible en ligne. J'ai remis au-dessus de cette diapositive le site internet sur lequel vous pouvez avoir accès à cette publication. Elle est actuellement en anglais et on est en train de traduire en particulier ce chapitre sur la budgétisation en santé et donc elle sera bientôt également disponible sur le site. En introduction de cette présentation, je voudrais vraiment insister sur l'importance du rôle du financement public pour la couverture santé universelle. Je crois que la plupart d'entre vous maintenant maîtrisent ça. On a un certain nombre d'évidences dans les pays qui montrent que une part dominante de fonds publics prépayés, payés par avance, obligatoires. Donc cette part dominante de fonds publics est vraiment nécessaire, cruciale pour avancer vers la couverture santé universelle, d'accord? Et ce, pour un certain nombre de raisons, parce que le financement public nous permet d'avoir une meilleure protection financière, nous permet d'avoir une couverture en service qui est plus satisfaisante et aussi d'œuvrer en direction d'une meilleure équité. Donc, par conséquent, la manière dont sont formulés, alloués et utilisés les budgets publics pour le secteur de la santé. Donc l'ensemble de ces questions-là sont vraiment aujourd'hui, selon nous, au cœur de l'agenda de la CSU. D'accord? Donc je voulais vraiment rappeler ce principe clé en introduction, qui est pour ainsi dire la justification et l'intérêt que l'on a pour cette question-là aujourd'hui. Ce processus de budgétisation est pour nous central si les pays veulent faire des progrès vers l'atteinte de la CSU. Et pourtant, malgré l'importance des fonds publics, on note, et je vais détailler le graphique que vous voyez sur cette diapositive juste après, on note que entre 2000 et 2014, finalement, quel que soit le niveau de revenu des pays, on observe une sorte de stagnation du rôle des financements publics domestiques dans le financement de la santé. Sur le graphique, qu'est-ce qu'on voit? Vous vous focalisez sur la ligne en rouge qui montre que globalement, on a une stagnation ou parfois même une décroissance dans certains cas et dans certaines sous-périodes de la part du financement public, d'accord, en pourcentage des dépenses totales de santé. C'est quelque chose qui est peu connu. J'ai issu ce graphe d'une publication qui va bientôt sortir la semaine prochaine et donc qui a permis, si vous voulez, de sortir vraiment le financement public sur ressources domestiques uniquement, d'accord? Donc c'est quelque chose qui n'était pas présenté précédemment dans la littérature existante et qui fait ressortir quelque chose donc qui n'était pas vraiment visible jusqu'à présent, mais qui montre que malgré le discours et malgré l'importance que l'on sait du financement public, une stagnation de ce financement public depuis, donc sur les 15 dernières années, dans la plupart des pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc, dans cette présentation, j'aborderai 3 questions principales. Tout d'abord, la budgétisation en santé, quoi et pourquoi? Pourquoi c'est important? Dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur le comment. Comment fait-on? Comment est-on impliqué? En me focalisant bien entendu sur le rôle des ministères de la Santé. Dans un troisième temps, on regardera ensemble quelques grandes leçons que l'on peut tirer des expériences pays et je prendrai surtout des exemples de la région africaine.
Et enfin, je conclurai avec quelques grands messages clés à retenir sur ce sujet. Donc, commençons, si vous voulez bien, par la première section, donc autour du quoi, qu'entend-on par budgétisation en santé et pourquoi c'est important. Donc, qu'entend-on déjà par budgétisation publique? Je crois que ça, c'est quelque chose qui est connu par tout le monde, mais je voulais simplement le rappeler ici. Donc, la budgétisation publique, il s'agit du développement des budgets donc annuels des gouvernements. C'est vraiment un processus important qui permet vraiment de définir l'allocation des ressources publiques vers les priorités du gouvernement. Donc très clairement, selon moi, ça va au-delà d'un exercice comptable puisque c'est vraiment le reflet, si vous voulez, de l'engagement financier d'un État pour répondre à des priorités qu'il aura définies, que ce soit pour le secteur de la santé ou pour d'autres secteurs. D'accord? Donc c'est vraiment un document d'orientation stratégique crucial pour les gens qui sont intéressés par les résultats du secteur comme nous. Pourquoi c'est important pour les acteurs du secteur de la santé de s'impliquer dans ce processus? Je vois 3 raisons à ça. Tout d'abord, à mon sens, ça peut aider, ça peut permettre de mieux aligner les priorités du secteur avec les allocations budgétaires. Comme vous savez, on voit souvent qu'il y a une sorte de déconnexion entre ce que l'on trouve dans le budget et ce qui nous apparaît comme prioritaire pour le secteur de la santé dans notre pays. Et je crois que par une implication des acteurs de la santé dans ce processus, bien en amont, cela pourrait permettre de mieux aligner ce qu'on a dans le budget et ce qui nous apparaît comme prioritaire. Deuxième raison, essayer de renforcer la prévisibilité de l'enveloppe de ressources disponibles pour le secteur. D'accord? Donc jouer vraiment sur cette question d'une meilleure prévision, d'une meilleure prévisibilité, savoir à l'avance ce qui sera disponible pour moi en tant qu'acteur du secteur est vraiment, comme vous le savez, quelque chose de fondamental pour ensuite mettre en œuvre au mieux les résultats. Et enfin, permettre une exécution pleine et entière du budget, et je reviendrai sur cette question importante. Il me paraît important de pouvoir participer à l'élaboration, à la décision budgétaire, pour être ensuite en capacité de bien dépenser. Voilà. Donc vraiment, pour nous, et je pense que, et on pourra y revenir dans la discussion, mais je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui pour dire que la capacité des acteurs du secteur de la santé à s'engager dans ce processus le plus en amont possible est vraiment déterminante pour l'atteinte des résultats du secteur. Alors, sur cette diapositive, je reprends à titre d'exemple, en fait, 2 budgets santé, l'un pour la Zambie et l'autre pour la RDC. Alors, je ne vous demande pas de regarder dans le détail les lignes, c'est simplement à titre d'illustration, mais je voulais quand même noter avec vous quelques remarques générales qui me paraissent importantes. La première chose, et que l'on oublie parfois en tant qu'acteur du secteur, c'est que la santé, c'est une section, une partie du budget général. D'accord? Et que bien entendu, le secteur de la santé suit et doit suivre l'ensemble des règles budgétaires qui s'appliquent à l'État et qui s'appliquent à l'ensemble des secteurs, y compris celui de la santé. D'accord? Donc, il doit respecter un certain nombre de règles et de pratiques en termes de présentation du budget, de processus de négociation et d'approbation et d'exécution. Okay? Mais j'aimerais aussi noter, et on le voit souvent dans un certain nombre de pays, et je serais ravie d'entendre des exemples ensuite dans la discussion, que la santé, ou en tout cas la section santé des budgets publics, peuvent présenter aussi un certain nombre de spécificités. On voit dans certains pays que, par exemple, la structure des budgets pour le secteur de la santé est parfois un peu différente et un peu classée différemment que les autres secteurs. Par exemple, dans un certain nombre de pays, on a souhaité introduire des budgets en fonction d'objectifs, en fonction de programmes transversaux, et parfois le secteur de la santé sert comme pilote, d'accord, et l'ensemble du budget ne suit pas forcément cette nouvelle classification. Deuxième exemple de spécificité pour le secteur de la santé, on a parfois
des processus budgétaires séparés pour ce que j'ai appelé ici des fonds extra-budgétaires, mais pour être très concret, on sait que pour les pays qui disposent de fonds, de caisses d'assurance maladie, ils ne sont pas forcément soumis au même processus et aux mêmes règles de budgétisation que le budget de l'État. Alors avançons un petit peu. Je voulais ici en fait situer la budgétisation dans le cadre plus large du cycle budgétaire. Okay, donc on est bien d'accord que quand on parle de budgétisation, on parle du processus de définition et de formulation du budget, d'accord? Donc l'exécutif est engagé dans ce processus de formulation d'un projet de budget, première étape du cycle budgétaire. Ensuite, on entre dans une deuxième phase, qui est la phase de négociation et d'approbation, d'accord, dans lequel, là, le pouvoir législatif va en général revoir, amender et approuver le budget et le transformer, l'acter sous Valérie? Oui. Je pense avoir perdu Hélène. Est-ce que c'est juste moi ou bien... Non, je ne l'entends plus non plus. Ah, voilà, d'accord. Hélène? Oui. On t'a perdu pendant un moment, donc... Ok. Si tu peux reprendre au niveau de la formulation. D'accord. Alors, donc je disais, la budgétisation, on est bien d'accord, s'entend comme la définition du budget qui est vraiment l'étape numéro 1 du cycle budgétaire. Donc le pouvoir exécutif a ce rôle de formulation d'une proposition de budget qu'il va ensuite soumettre au pouvoir législatif. D'accord? Donc on passe ensuite à cette phase 2, je pense que j'ai été coupée à ce moment-là, cette phase 2, donc qui est la phase de négociation et d'approbation du projet de budget, qu'ensuite le pouvoir législatif va transformer en loi de finances. Phase 3, on rentre ensuite dans la phase d'exécution, le pouvoir exécutif reprend la main, collecte les ressources et essaye de dépenser ces ressources en fonction des allocations budgétaires qui ont été prédéfinies, préapprouvées dans la loi de finances. Okay, et ensuite, phase de reporting, on va rapporter les dépenses toujours en fonction, si possible, des allocations telles qu'elles ont été définies préalablement et se met en place la plupart du temps une phase d'audit qui, si possible, doit servir, si vous voulez, à ensuite nourrir la nouvelle définition du budget pour l'année d'après. Donc, c'est bien cette histoire d'un cycle qui doit se renouveler chaque année. Donc, si on positionne la budgétisation pour le secteur de la santé, on est bien d'accord qu'on est dans la phase 1 du cycle budgétaire, d'accord, donc très en amont. Et donc, la budgétisation en santé, pour être très clair, correspond à ce processus de formulation, d'accord, de l'enveloppe de ressources qui sera allouée au secteur de la santé pour une année. Vous êtes toujours avec moi? Très bien, tout se passe très bien, Hélène. Excellent. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est une étape importante? J'ai essayé ici de conceptualiser, si vous voulez, ce processus de budgétisation en santé et de montrer pourquoi, à notre sens, s'il est fait de manière solide, cela permettra vraiment, au final, de contribuer à des progrès vers la CSQ. Donc, je vous invite à regarder cette diapositive avec moi et peut-être prendre un petit peu de temps pour la digérer ensemble. Quel est le message principal que je veux dire ici? C'est que, en gros, si on a un processus de budgétisation qui est solide, qui est de qualité, d'accord, cela nous permettra, d'améliorer la prévisibilité des fonds, d'accord, de mieux aligner les allocations budgétaires avec les priorités du secteur telles qu'elles sont définies dans nos stratégies de santé. Troisièmement, ça devrait aussi permettre une meilleure exécution parce qu'on sait à l'avance ce dont on devrait disposer.
Probablement également une meilleure budgétisation nous permettrait un achat stratégique des services. Et quatrièmement, nous pensons aussi que si la budgétisation permet une certaine flexibilité dans l'utilisation des ressources et qu'on est vraiment orienté et on est au service de résultats pour le secteur, l'ensemble de ces outputs-là nous permettront de contribuer à une meilleure transparence, une meilleure redevabilité, une meilleure accountabilité, une meilleure efficience, une meilleure équité. Je vous laisse regarder le détail des flèches que j'ai indiquées et que l'ensemble permettra au final de contribuer à la CSU. Complètement ouverte pour revenir sur ce diagramme ensuite dans la discussion. C'est ici une ébauche que je vous présente et qu'on travaille avec l'équipe ici de l'OMS pour essayer au maximum d'identifier, si vous voulez, les intermédiaires qui permettent vraiment d'utiliser au mieux ce processus de budgétisation en santé et comment ce processus permet directement de contribuer vers notre goal à tous, notre but à tous, à savoir la CSU. Alors j'avance vers la deuxième section où je ciblerai vraiment sur le comment faire. Commençons tout d'abord par le rôle de chacun. Donc, qui fait quoi dans ce processus? Je rappelle simplement ici des choses que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, tout d'abord, les finances définissent et communiquent le cadrage fiscal au ministère de la Santé. La Santé, comme on l'a dit, va préparer une proposition de budget en consultation avec les acteurs du secteur. Ensuite, ensemble, les deux parties vont négocier pour se tourner ensuite vers le Parlement qui va approuver une loi de finances consolidée. Pour finir, les finances seront chargées, dans la plupart des pays, de préparer des plans de trésorerie, la plupart du temps trimestriels, qui, normalement, doivent permettre de débourser selon les allocations prévues, mais aussi la disponibilité des revenus, des recettes, bien entendu. Un petit rappel également rapide sur le calendrier budgétaire annuel. Je pense aussi que la plupart d'entre vous connaissent ça, mais simplement pour rappeler pour les non-spécialistes, en début d'année, si on parle bien sûr d'un budget qui est édifié selon une année calendaire, d'accord? Il y a, comme vous savez, certains pays qui commencent leur année fiscale en milieu d'année, donc dans ce cas-là, il faudra ajuster un petit peu le graphique ici. Là, j'ai pris un exemple typique pour un pays d'une année calendaire, donc de janvier à décembre. En début d'année, en général, on va travailler sur l'ajustement des projections macroéconomiques et fiscales. Et typiquement, à partir d'avril, les sectoriels, dont le ministère de la Santé, travaillent sur ce processus de préparation de la proposition de budget. Dans certains pays, la durée est un peu plus longue. Pour mémoire, quand je travaillais pour la France, le processus s'étalait sur 4 à 5 mois, d'accord? Mais ici, effectivement, en schématisant, j'ai raccourci un peu cette période, mais qui, bien entendu, varie selon les pays. Conférence budgétaire qui, en général, au début de l'été, débute, est plus ou moins longue selon les pays, et plus ou moins institutionnalisée, plus ou moins formalisée. J'ai assisté à une conférence budgétaire en RDC qui se mettait en place, donc qui était encore peu institutionnalisée, alors que c'est vrai que dans d'autres pays, on a une histoire des conférences budgétaires qui sont très très établies et avec un calendrier très prévu à l'avance. Autour de la fin de l'été, on prépare la loi de finances, le Parlement prépare la loi de finances pour aller vers une adoption autour d'octobre-novembre pour finalement une approbation en fin d'année calendaire. À noter peut-être en plus, et certains d'entre vous ont peut-être aussi fait cette expérience, dans un certain nombre de pays, on a souvent une loi rectificative, d'accord, autour de
février-mars au plus tard, qui, en général à la marge, mais parfois même de manière un peu plus substantielle, modifie le budget qui avait été adopté précédemment. Petite remarque également, et je pense que certains d'entre vous ont aussi été le témoin de cela, on voit parfois que dans la loi rectificative, et j'ai essayé de faire un travail analytique de comparaison entre les budgets qui avaient été adoptés en fin d'année et les budgets rectificatifs, on voit que malheureusement, souvent, le secteur de la santé est parfois dépriorisé. En tout cas, on baisse l'allocation de notre secteur dans un certain nombre de lois rectificatives une fois que d'autres priorités émergent ou les recettes baissent par rapport à ce qui avait été anticipé. Alors, quel rôle pour les ministères de la Santé? Bien sûr, c'est un rôle qui est multifacette, qui comporte un certain nombre de tâches. J'ai essayé ici vraiment de schématiser les choses sans trop les formater. Donc, à votre écoute, s'il y a des choses qui manquent ou qui doivent être nuancées. Et je pense qu'il y a 5-6 grandes tâches qui doivent être digérées et articulées plus ou moins en parallèle, et c'est justement parfois la difficulté. Consulter le plus large possible avec les acteurs du secteur. Ensuite, considérer le cadrage macrofiscal, élément qui est parfois négligé ou peu communiqué, on va y revenir, par les ministères des Finances. Exercice de priorisation. Je crois que ça, c'est un élément, une tâche assez complexe pour les ministères de la Santé, mais qui m'apparaît fondamentale. Il est bien entendu qu'on a une enveloppe de ressources qui est limitée, et donc on ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins du secteur, et que donc, je vois dans cet exercice de budgétisation aussi un travail de priorisation qui, s'il n'est pas fait au niveau du secteur, doit se faire à ce moment-là, bien entendu en consultation avec les acteurs du secteur, mais je crois que cet exercice de budgétisation doit refléter aussi ce travail de priorisation. Costing, bien entendu, estimer les coûts pour les objectifs que l'on va fixer à ce budget, et ensuite essayer de dessiner et d'allouer à l'intérieur du secteur, selon les priorités définies, donc faire cette proposition d'allocation intrasectorielle. Pour aller ensuite bien outillé, fort, défendre la proposition devant le cabinet, le chef du gouvernement, ou quelle que soit l'entité qui prend la décision au sein des gouvernements des différents pays. Alors bien entendu, vous allez me dire, bon, ça c'est la théorie, et en pratique, on a tous eu des expériences qui diffèrent un petit peu de ces tâches préidentifiées. J'ai essayé ici de reprendre quelques grands défis qu'on a observés à travers notre travail de revue, mais bien entendu, ce n'est pas exhaustif. La première chose qui m'apparaît importante, c'est et que j'ai observé de près dans un certain nombre de pays, c'est que malheureusement, du point de vue des ministères de la Santé, donc au sein des unités de planification du ministère de la Santé, on a parfois peu d'informations, ou peu de maîtrise, ou peu de connaissances sur le cadrage fiscal. D'accord ? On navigue souvent à vue, on essaie effectivement de définir nos allocations, mais sans avoir de clarté sur finalement l'enveloppe, une idée de l'enveloppe qui pourrait nous être allouée. D'accord ? Et donc là, je ne mets ni la responsabilité sur les finances, ni sur la santé en particulier. Je crois que c'est une responsabilité conjointe où les finances doivent mieux communiquer et la santé peut-être absorber, digérer, comprendre les limites qui sont celles du cadrage fiscal et donc vraiment digérer ça pour ensuite proposer une enveloppe réaliste à l'intérieur de ce cadrage. Deuxièmement, sur la transparence, je crois que là vraiment les expériences varient selon les pays.
On a effectivement un certain nombre de pays où le processus budgétaire est très long, très ouvert, très participatif, avec par exemple au sein même du secteur un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place dans les pays décentralisés, où on fait remonter les demandes du niveau inférieur vers la capitale. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, le processus est un peu opaque. J'ai moi-même observé dans un pays où finalement c'était globalement les finances et le cabinet qui allaient au final décider l'allocation du secteur santé sans grande discussion avec les acteurs les plus concernés du secteur de la santé. Troisième élément à noter peut-être ici, un manque ou une déconnexion, peut-être c'est le mot à utiliser, entre finalement ce que l'on va mettre dans le budget et la perception de certains comme étant vraiment les priorités du secteur. D'accord ? Il apparaît parfois une certaine déconnexion, non-alignement, pour utiliser un terme plutôt anglophone, entre d'un côté ce qui est mis dans le budget et ce qui apparaît comme être prioritaire sur notre secteur. J'y reviendrai juste après pour illustrer ce point. Souvent, la classification ou la manière dont sont structurés et formulés les budgets ne nous permet pas vraiment de refléter les priorités du secteur et de suivre l'allocation des ressources comme on le souhaiterait. Et enfin, un dernier point, souvent aussi une déconnexion entre, d'un côté, la manière dont les budgets sont construits, la manière dont les dépenses sont gérées et la manière dont on rapporte, dont on fait le reporting financier. Souvent, on a trois types de classification, trois méthodes différentes et qui finalement mettent relativement de la confusion dans ce qui a été alloué et ce qui a été dépensé au final. J'ai repris sur la droite, pour ceux qui ont de bons yeux, un exemple sur la Côte d'Ivoire, sur le processus de budgétisation en Côte d'Ivoire, qui est cité dans le handbook, dans le guide pratique de l'OMS chapitre 8, et qui aussi s'appuie sur un certain nombre de témoignages de plusieurs membres en fait de la COP. Et donc, en jaune, j'ai rapidement surligné des éléments qui m'apparaissaient fondamentaux, où on dit il n'y a pas de mécanisme spécifique pour aligner la formulation du budget avec finalement les processus de planification en santé. Il n'y a pas d'alignement entre les objectifs de ces deux documents, donc entre les objectifs du budget et les objectifs de la stratégie. Souvent, la formulation du budget est drivée par une logique de financement des formations sanitaires. Effectivement, ça c'est quelque chose que l'on observe dans d'autres pays aussi que la Côte d'Ivoire. Et puis peut-être dernier point en jaune, les processus sont relativement top-down et on considère peu les besoins des niveaux, des échelons plutôt locaux dans un contexte qui paraît pourtant nécessiter ce type de prise en compte comme celui de la Côte d'Ivoire, contexte post-conflit. Donc un exemple pour refléter effectivement ce problème de non-alignement entre ce processus de planification et de budgétisation auquel je vous renvoie. Dans les deux diapositives qui suivent, j'illustre quelques défis rapidement avec des exemples concrets. Première illustration, donc sur cette déconnexion entre les priorités du secteur et la manière dont les budgets sont structurés, sont classifiés. Ici, je simplifie un petit peu les choses, vous me direz, mais je voudrais vraiment que ça soit un point qui soit retenu de cette présentation. À titre d'exemple, on peut avoir comme priorité dans un pays une meilleure couverture en service, une réduction de la mortalité maternelle, un meilleur accès au traitement pour le sida, etc. Et finalement, si on regarde la manière dont sont formulés les budgets, on voit qu'ils sont généralement formulés sous forme d'intrants, donc on va avoir une ligne pour le personnel, une ligne pour les services, une ligne pour les infrastructures, mais ça sera donc très difficile de suivre, de tracer, ou même simplement de mettre en œuvre vraiment les priorités qu'on a identifiées, parce qu'on va dépenser
sous forme d'intrants, et vous voyez que ces intrants ne correspondent pas forcément ou se recoupent pas forcément avec l'atteinte de ces priorités. D'accord? Donc on voit vraiment cette non-adéquation ou ce non-alignement entre ces deux éléments qui, pourtant, à mon sens, devraient beaucoup plus être harmonisés si on voulait vraiment être sérieux dans l'atteinte de ces priorités du secteur qu'on a définies comme telles. Illustration numéro 2, on observe souvent une sous-exécution du budget santé dans beaucoup de nos pays africains. Ici, j'ai repris des données qui avaient été compilées par l'OMS l'année passée. Vous voyez donc en gris foncé, sur le graphique en gris foncé, la part qui n'est pas dépensée, la part du budget santé qui n'est pas dépensée, d'accord? Et le message que je veux faire passer ici, c'est que un processus de budgétisation qui a des faiblesses, qui n'est pas solide, d'accord, contribue avec d'autres facteurs. Vous me direz, bien entendu, je suis bien d'accord, mais ici, je pense qu'il y a une vraie relation entre une budgétisation qui est faible et du budget santé dans les pays. D'accord? Donc ça renforce ce message, cette idée de dire impliquons-nous dans le processus de budgétisation en amont, ça aidera l'exécution. Alors si vous êtes toujours avec moi, on va passer à la section 3. Tout fonctionne, Nadège? Oui, tout fonctionne. Excellent. Alors ici, quelques leçons sur les bonnes pratiques. Alors effectivement, on peut discuter de ce terme, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des pratiques parfaites et ce n'est vraiment pas le sens de mon message ici, mais je souhaitais vraiment mettre en lumière un certain nombre d'exemples pays de la région africaine pour documenter des choses qui, à mon sens, sont en train de porter leurs fruits et qui sont parfois peu documentées dans la région. Voilà, on prend souvent d'autres exemples ou d'autres pays et je croyais important d'ici d'essayer de creuser un peu plus les exemples de la région et mettre en lumière ce qui, à mon sens, fonctionne plutôt bien. Alors, première pratique intéressante, à mon avis, certains pays, comme le Kenya, c'est l'exemple que je vais prendre ici, ont mis en place des processus relativement ouverts de budgétisation, notamment pour le secteur de la santé, donc avec un processus participatif, ouvert en particulier à la société civile et à d'autres acteurs. Je voulais, si la technologie le permet, vous montrer un court extrait, c'est juste 2-3 minutes, d'une vidéo en fait qui montre ce dialogue qui a lieu concrètement entre des organisations de la société civile et des décideurs budgétaires, d'accord? Et donc je vais montrer le court extrait où une personne de la société civile interroge un des décideurs budgétaires sur l'inclusion ou pas d'un élément en particulier dans le budget de la santé. Ok, alors essayons ensemble pour voir si ça fonctionne. Much about the wage in the health sector. Where are we putting the community health volunteers? Is it something that the budget has considered as a level of people who are giving services to community when you're talking about preventive healthcare? Because these are the people who go to the household level and they're able to give those counseling and preventive messages to households. That could come under compensation to employees, which is not provided by the council. We can't pay the community health workers, although we support the activities through that program, which we have budgeted for. Donc, vous voyez, c'est très rapide.
mais simplement, ça me paraissait assez éclairant sur cette dynamique intéressante et je serais ravie d'entendre d'autres exemples, si vous les connaissez, pour d'autres pays de la région qui auraient mis en place ce type de processus. Je me rappelle que la RDC a initié aussi cette dynamique et je crois qu'elle a porté ses fruits, notamment sur l'implication aussi des femmes et des communautés de femmes dans la budgétisation pour le secteur de la santé en particulier. Alors on avance. Deuxième bonne pratique que je voulais mettre en lumière ici, c'est l'introduction de cadres de dépenses à moyen terme. D'accord? Donc MTEF en anglais, CDMT en français. C'est souvent un terme qui est utilisé, qui peut paraître un peu complexe, mais très clairement, ça permet de savoir à l'avance, en général 3 ans à l'avance, quelle sera l'enveloppe qui sera allouée au secteur de la santé. D'accord? Donc je prends ici l'exemple du Ghana qui a fait cet exercice de cadre de dépenses à moyen terme pour le secteur de la santé. Donc l'exercice a été conclu en 2014 et on voit donc sur le tableau que je mets dans cette diapositive, en gros, qu'il y a une planification de l'enveloppe pour 2015, 2016, 2017. D'accord? Donc, très clairement, ça permet aux acteurs du secteur, si cela est bien fait, bien entendu, de savoir à l'avance, d'accord, combien on va recevoir, et donc ça permet de planifier globalement notre dépense et la réalisation de nos objectifs. Okay. Plusieurs points me paraissent importants pour vraiment être sûr qu'on réussit cet exercice de CDMT en santé. Je pense tout d'abord qu'il faut bien entendu que les priorités soient vraiment informées, infusées par le secteur lui-même. J'ai vu parfois des exercices CDMT qui étaient complètement, si vous voulez, dirigés par le ministère des Finances. Non, je crois qu'un bon CDMT santé se fait vraiment conjointement, c'est ce que je mets ici, defined jointly, donc conjointement entre finances et les sectoriels. Okay. Il faut ensuite que les projections fiscales soient le plus proche de la réalité. On voit parfois qu'on a des attentes de collecte de recettes qui sont complètement au-delà des capacités même du pays. Donc je crois qu'il faut ajuster régulièrement pour être au plus proche de la réalité, closest to reality, d'accord, pour limiter les surprises ensuite. Et puis, si possible, utiliser la même structure pour le CDMT que pour le budget. D'accord? Vous voyez bien que si, finalement, on planifie et on classifie les dépenses d'une autre façon pour le MTEF que ce qu'on aura dans la structure du budget annuel, ça apporte un certain nombre de confusions. Donc, voilà quelques paramètres qui me paraissent importants pour essayer d'arriver à un alignement entre les ressources qui sont planifiées et les ressources qui vont être allouées à notre secteur. Troisième pratique que vous connaissez, qui a été introduite récemment dans plusieurs pays de la région, qui est l'introduction des budgets par programme. D'accord? Donc de quoi parle-t-on ici? On parle de budgets qui suivent un certain nombre d'objectifs ou de programmes transversaux pour le secteur de la santé et qui sont censés, normalement, être vraiment le reflet des priorités de notre secteur. D'accord? Donc je prends ici l'exemple de l'Ouganda à gauche et du Cameroun à droite. Et j'ai surligné en jaune des exemples de formulation de programme. Prise en charge des cas, prévention, promotion de la santé, santé publique. D'accord? On voit donc que la formulation de ces programmes est très spécifique à chaque pays et doit, comme je le disais, normalement vraiment être le reflet d'objectifs, de priorités et pas un financement à travers des intrants, donc type personnel, infrastructure, etc. Les deux exemples que j'ai pris ici, volontairement, ne sont pas forcément des exemples parfaits et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'exemple parfait. Comme vous le voyez, on a un peu le sentiment que c'est une structure un peu hybride. Donc certaines lignes sont de vrais programmes, entre guillemets, je peux dire, comme la promotion de la santé ou la prévention. D'autres sont un peu un mixte entre des intrants et des objectifs, donc
par exemple clinical and public health. Voilà. Mais en tout cas, je crois que le chemin qu'a pris un certain nombre de pays pour introduire une nouvelle formulation des budgets est assez intéressante à regarder. À l'heure actuelle, avec l'équipe de l'OMS, on essaye de justement regarder dans le détail qu'est-ce que ça donne dans un certain nombre de pays, l'introduction de ces budgets programmes pour le secteur de la santé et finalement, quels sont les critères qui nous permettent de dire que oui, c'est probablement une expérience qui est en train de réussir. La première chose qui m'apparaît importante et qu'on retrouve dans beaucoup de pays comme un défi auquel les pays font face, c'est qu'est-ce qu'on entend vraiment par programme. D'accord? Qu'est-ce qu'est un programme? Et souvent, il y a une confusion dans ce qualificatif de programme, et souvent, on associe programme comme programme de santé, et certains pays vont dire, ah ben voilà, mon programme, c'est le programme SIDA, mon programme, c'est la vaccination. Alors que, soyons bien clairs, un programme est un ensemble d'activités qui doit permettre d'atteindre des objectifs pour le secteur dans son ensemble, d'accord? Donc, on ne parle pas de programme pour une maladie en particulier, mais bien la mise à disposition d'un certain nombre de moyens pour répondre à un objectif, quel qu'il soit, okay? Mais qui est vraiment transversal pour l'ensemble du système de santé. Le deuxième paramètre qui apparaît comme fondamental aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, cet exercice de reformulation du budget, finalement, ce n'est pas vraiment une question de présentation. Bien sûr, il y a un effort de reformulation à faire, mais on voit très clairement dans les pays qui ont réussi qu'il faut globalement qu'on ait aussi mis derrière la capacité du secteur pour planifier et dépenser selon ses objectifs. D'accord? Et donc, permettre aux gens, aux programmes managers qui sont vraiment les détenteurs, qui ont la main sur le cordon de la bourse, d'avoir la flexibilité suffisante pour vraiment dépenser selon les objectifs qu'on a édifiés, d'accord? Et donc pas continuer à dépenser selon la logique ancienne, c'est-à-dire personnel, et d'avoir une gestion qui est très très au niveau micro selon ses inputs. Et le problème qu'on observe dans certains pays, c'est que oui, ils ont passé vers une nouvelle classification, comme je l'indique sur la droite de ma diapositive, c'est-à-dire une nouvelle structuration selon des programmes et des sous-programmes, mais en fait, dans la réalité, les dépenses se font toujours selon l'ancienne logique par intrant. Donc, troisième élément qui me paraît fondamental, il faudrait, pour bien faire, évoluer vers une redevabilité selon les résultats. D'accord? Donc, faire en sorte que, oui, la formulation du budget, mais aussi la manière dont les dépenses sont gérées et la manière dont on les rapporte, élément fondamental, que ces trois temps, ou ces trois aspects de la chaîne de la dépense soient harmonisés et regardent tous ensemble vers la même chose, à savoir vers les résultats. D'accord? Donc, ils suivent tous la même logique et la même classification. On est bien d'accord que cet exercice d'introduction de budget par programme, c'est pas simplement pour faire joli, mais c'est pour essayer d'amener le secteur vers une utilisation des ressources qui soit vraiment au service des résultats, d'accord, des meilleurs résultats pour le secteur. C'est ce que j'indique sur la diapositive en bleu, donc vraiment permettre cette utilisation basée sur les résultats. Voilà, pour les quelques illustrations que je voulais partager avec vous cet après-midi. Pour finir, si vous êtes toujours avec nous, j'aimerais récapituler des facteurs clés, des éléments clés qui me paraissent vraiment importants dans un bon processus de budgétisation pour le secteur. 1, on l'a vu, définir en amont, participer en tant qu'acteur du secteur de la santé à la définition des enveloppes multi-annuelles. D'accord? Là, je fais référence au CDMT en santé. Il m'apparaît fondamental que ce processus ne soit pas uniquement géré par les finances et que le secteur, le ministère de la Santé, l'ensemble des acteurs s'impliquent dans cette définition multi-annuelle parce que c'est un des moyens
pas parfait, mais je pense que c'est un des moyens pour accroître la prévisibilité de l'enveloppe qu'on va recevoir ensuite. Ensuite, deuxièmement, essayer de cadrer les priorités de notre secteur à l'intérieur de ce cadre fiscal. D'accord? On voit souvent que les enveloppes que la santé va proposer n'ont aucune relation avec le cadrage fiscal. Je crois que c'est dommage parce que c'est une question de crédibilité. Donc vraiment essayer de faire cet effort de priorisation en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant à l'avance, en gros, l'enveloppe qui nous sera allouée si possible. Troisièmement, essayer au maximum de formuler un budget qui regarde vers les objectifs, qui regarde vers les résultats. Je pense qu'il n'y a pas de formulation magique, que ça soit bien clair, mais je pense que par contre, en raison de la spécificité de notre secteur de santé, de son incertitude des besoins et du besoin d'ajuster en permanence notre budget, il faut que l'on donne la capacité à nos gestionnaires de pouvoir réallouer à l'intérieur de leur ligne. D'accord? Donc, formuler selon ces objectifs, les rendre redevables par rapport à ces objectifs et non pas les contrôler simplement par j'achète tel et tel stylo ou tel et tel service. Quatrièmement, être fort, arriver équipé, avec si possible derrière nous une coalition forte pour négocier des propositions de budget, des budget proposals qui soient de qualité. D'accord? Ayons travaillé en amont, on arrive aux finances armés, équipés pour négocier une enveloppe forte. Cinquièmement, on l'a dit, essayer au maximum de travailler sur l'harmonisation, d'accord, de notre structure du budget, la manière dont on le dépense et la manière dont on le rapporte. Et si possible également, la manière dont on l'évalue. Pour finir la chaîne, je crois qu'il y a un élément aussi important qui est d'utiliser au final, je l'ai dit, je crois, les résultats des audits, les résultats des évaluations pour ensuite, dans ce cycle budgétaire, nourrir, informer les nouvelles décisions budgétaires qui seront faites et au final, recommencer le cycle, c'est-à-dire essayer d'ajuster chaque année ou chaque 2 ans un peu la forme, le contenu, les objectifs de chaque programme en fonction de ce qu'on aura appris des expériences et des dépenses de l'année passée. Voilà, je ne serai pas plus longue, simplement vous mentionner pour aller un petit peu plus loin 3 publications, ressources que l'OMS est en train de mettre en ligne. Donc, le premier document, il s'agit d'un document conceptuel entre la gestion des finances publiques qui regarde vraiment les connexions entre la gestion des finances publiques et le financement de la santé. Ce document est déjà en ligne, il a été produit conjointement avec Resolve for Development. Le deuxième document s'intéresse en particulier à ce processus de budgétisation publique et à la structure des budgets en santé. Il sera mis en ligne au courant de l'été, en anglais et en français, et donc s'intéresse vraiment à pourquoi et comment c'est important pour la couverture santé universelle. Et troisième élément, qui est une analyse de données spécifique sur les dépenses publiques sur ressources domestiques. Donc rappelez-vous le graphique que je mentionnais en introduction de ma présentation, il vient en fait de cette publication qui va être rendue publique la semaine prochaine et qui va montrer effectivement qu'il y a globalement une stagnation du rôle du public dans le financement de la santé dans la plupart de nos pays. Voilà, l'ensemble des ressources disponibles sur le site de l'OMS, page financement de la santé. Un grand merci pour votre attention et je suis ravie de répondre aux questions et même plus que des questions, mais d'engager une discussion avec vous tous.